Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans la circonscription de Berthier-Masquinongé, une vraie lutte à trois avec l'arrivée de Ruth-Hélène Brosseau. Dans la vallée de la Matapédia, un plan d'action territoriale pour lutter contre la pauvreté. À Montjoly, après une pause de 3 ans, les bénévoles de Mission Haïti reprennent du service. À Baie-Saint-Paul, le projet Action Collation permet de réinsérer des travailleurs sur le marché du travail. À Forestville, le Centre d'action bénévole de Nordais offre, depuis 30 ans, un service de popote mobile. Au relais de la Pointe aux Écureuils, des personnes handicapées s'initient à l'improvisation. À Chandler, le club de patinage artistique développe des talents de haut niveau. Et pour commencer cette émission, on va se rendre à Sainte-Apolline-de-Paton, où les citoyens et les autorités municipales se plaignent du manque de transparence du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud dans le dossier de la fermeture de l'école locale. Mario Lacombe, de CEMA TV. Ce n'était pas un poisson d'avril, mardi le 1er avril dernier, à l'école de Sainte-Apolline-de-Paton, où s'est tenue une longue séance de plus de 3 heures de consultation sur la possibilité de fermeture de cette école. Devant une salle comble de plus de 150 personnes, les représentantes du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud ont dû jouer de stratégies ingénieuses pour faire comprendre aux gens présents qu'aucune décision n'avait été encore prise, mais que cette séance de consultation avait pour unique but que de recueillir les doléances des principaux intéressés. Nous avons demandé à Mme Sonia Gagné, directrice générale à la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton, de nous donner ses impressions suite à cette séance de consultation. En fait, mes impressions là, de ce soir, c'est comme depuis le début. Manque de transparence, manque de collaboration et manque de communication, autant avec le milieu scolaire que le milieu municipal. Nous lui avons aussi demandé si elle avait l'impression que les dés étaient pipés d'avance. Sonia Gagné. Dans le fond, là, je ne peux pas dire au nombre de pourcentage que la décision est prise pour ce soir parce que je trouve que la commission scolaire sont arrivés ici désorganisés. On a posé des questions, ça fait depuis le 7 janvier qu'on pose des questions et on est rendu aujourd'hui le 1er avril et on n'a toujours pas de réponse à ces questions-là. Manque de transparence, manque de collaboration, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas les réponses. On dirait qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Finalement, nous lui avons demandé, même si les membres du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud prétendent le contraire, si elle voit un lien entre la fermeture de l'école et les coupures demandées par le ministère de l'Éducation. Sonia Gagné. Oui, on fait des liens. Là. Il y a des gros liens à faire. Là. C'est sûr que je me dis, comme elle a dit, elle a par elle-même réussi à économiser 874 000. Ça s'est fait par elle-même. Je peux pas croire qu'elle a encore que tous les postes qui n'avaient pas été comblés dans le 874 000, ils ont été comblés aujourd'hui. Je peux pas croire qu'avec le 60 000, elle ne peut pas être capable d'aller chercher un 60 000. En plus, que le ministère de l'Éducation ne coupe pas les municipalités qui sont dévitalisées, est capable d'aller chercher un 72 000 qui est là. Il y a une possibilité avec la municipalité, il y a une porte ouverte pour pouvoir venir en aide. Mais je vois pas comment on va pouvoir établir la communication et le manque de transparence qu'ils ont envers nous. Les nombreuses interventions de parents et personnes concernées par cette fermeture ont prouvé que la population de Sainte-Apolline-de-Paton allait prendre tous les moyens mis à leur disposition pour empêcher la fermeture de l'école. De son côté, Mme Ayette Laouari, présidente du conseil d'administration du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, a mentionné qu'une réunion sera tenue avec les membres du conseil d'administration pour analyser le dossier suite à cette consultation et qu'une réponse définitive sera donnée à la population le 29 avril prochain. Mario Lacombe à Sainte-Apolline-de-Paton pour CEMA TV Information.
Les Canadiens sont conviés aux urnes le 28 avril prochain pour élire un nouveau gouvernement. Et cette semaine, on va se pencher sur une circonscription où rien n'est joué, et je dirais même où tout est bouleversé depuis l'arrivée en scène de Ruth-Hélène Brosseau. J'en parle avec Daniel Yvon de CTRB. Daniel, bonjour. Bonjour, Martin. Daniel, on peut dire que l'arrivée... Oui, ça va bien, merci. On peut dire que l'arrivée en scène de l'ex-député, qui avait été battu par le député sortant Yves Perron, vient complètement bouleverser les cartes là, dans votre circonscription de Berthier-Masquinongé. Oui, parce que quand on a commencé l'annonce des élections et tout dans le comté, je vais t'avouer que c'était très tranquille et on avait même fait des reportages en disant on cherche des candidats parce qu'on ne voyait rien. On ne voyait rien dans notre boule de cristal là, comme candidature dans le comté. Et notre comté, maintenant, comme tu peux le voir sur la photo, bien, on est rendu vraiment avec... on a eu l'ajout d'une municipalité d'environ 4000 habitants qui est Saint-Sulpice. Donc, on est très grand. Là. On va de Saint-Sulpice à l'entrée de Trois-Rivières, qu'est-ce qu'on appelait Trois-Rivières-Ouest, mais ça monte haut aussi. On couvre 6 MRC. On a encore le candidat du Bloc québécois, Yves Perron, qui est le candidat sortant, qui, comme on en a parlé et comme c'était, bon, au début de la campagne et même avant ça, décembre-janvier, le Bloc québécois se targuait de peut-être devenir l'opposition officielle. Que donc, M. Perron était vraiment très heureux. Tu voyais que c'était très en avance, là. Il était très en avance. Bien, selon les prédictions, on allait jusqu'à 99 % de chances qu'il soit élu. Et, il a pris quand même beaucoup de responsabilités. C'est maintenant lui qui est le whip au niveau du Bloc québécois. Il était le président de la campagne. Donc, tout allait bien, tout est beau, tout était merveilleux, tout allait. On a cherché des candidats, on en a trouvé. On est habitué d'avoir d'être le spotlight, on pourrait dire, sur Berthier-Masquinongé. Avec, là, on voit la photo de Yves Perron. On a eu M. Simon Payette, qui, la semaine dernière, a fait un peu scandale. Il fait partie des candidats qui ont été désistés par le Parti conservateur. Lui, Daniel, il avait fait un commentaire désobligeant envers une autre candidate. C'est ça, mais à l'origine, il était vraiment confirmé candidat, on l'avait. On avait même prévu des entrevues avec lui cette semaine, lundi, mais vendredi, coup de tonnerre, il a assisté à une conférence de presse de M. Poilievre à Trois-Rivières sur la violence faite aux femmes, mais parallèlement à ça, il faisait beaucoup de commentaires sur Facebook, justement, avec la candidate Pronovo, qui est une victime de Polytechnique. Vous faites la même erreur que M. Carney. Madame Provost, oui, c'est ça. Madame Provost, excuse-moi, tu as bien raison. Et ça l'a porté tellement de protestations. Entre autres, il parlait de la fameuse loi sur le port des armes et tout. Il disait qu'il était il déchirait devant ses yeux et je m'excuse du terme, mais presque se torcher avec, sans vouloir faire... C'était vraiment assez percutant. Donc, il a été dénoncé par son chef et on lui a montré la porte en plein début d'élection. C'est ça. Donc, on s'est retrouvé présentement, en date d'aujourd'hui, la mise en candidature ont fermé lundi, avec un candidat poteau, on pourrait dire, c'est vraiment ça. On n'a même pas de photo, on tente de le... Pour le Parti conservateur. Le Parti conservateur, on parle de Peter Saliba et c'est vraiment très tranquille à ce niveau-là. Mais là, le gros changement, Daniel, le gros changement, il est arrivé dimanche dernier avec l'arrivée en scène de Ruth-Hélène Brosseau. Oui, tu sais, comme on dit souvent, des revirements de situation, des situations assez spéciales. Moi, dimanche matin, 9h30, je reçois un texto, conférence de presse au Ria Sanglier, c'est la ferme agricole de son conjoint, qui annonce de Ruth-Hélène Brosseau, que là, on voit les médias s'emballer parce qu'au niveau presque national, on pourrait dire partout. Et justement, c'est des extraits de la conférence de presse que vous voyez. Elle a recyclé ses pancartes électorales des années précédentes et oui, elle a confirmé qu'elle avait encore la soif de devenir mais candidat pour le parti, pour le NPD et de devenir aussi député de Berthier-Masquinongé. La dernière fois, en 2021, elle a perdu seulement par 900 votes. C'était vraiment une soirée électorale très
palpitante, je pourrais dire. Daniel, comment on explique l'affection des électeurs de votre circonscription pour cette candidate qui, au début de sa carrière, était une candidate un peu comme le conservateur, vous venez de le dire, qui était une candidate poteau, là, qui avait été nommée par le NPD pour aller dans votre circonscription. Depuis, elle a fait une vraie carrière de députée. Comment vous expliquez cet amour de vos électeurs pour cette candidate, cet ex-député? Moi, je vous dirais qu'en 2011, oui, elle a été un peu la risée des autres candidats. Justement, elle avait surfé sur la vague orange, qu'on s'en souvient, et elle avait été élue parce qu'il y avait eu un mécontentement et vraiment, la population avait décidé de voter pour elle. Mais par la suite, elle a eu beaucoup de résilience, elle s'est beaucoup impliquée. Entre autres, elle a appris le français. C'était sa langue seconde, mais elle le maîtrisait pas si bien que ça, mais elle l'a vraiment appris. Elle a appris ses dossiers, elle a travaillé très, très fort, assez qu'on pourrait dire, en 2015, elle s'est faite réélire et vraiment d'une façon majoritaire, parce que Yves Perron s'était présenté, elle avait passé quand même très facilement, et elle est devenue whip du parti, il n'y a pas de parole en agriculture, beaucoup impliquée, même elle a failli se présenter comme candidate à la chefferie. Donc, c'est quelqu'un que du jour au lendemain, elle a eu vraiment une bonne présence, une bonne, tu sais, comment je pourrais dire, une bonne vibe, mais c'est une bonne personne. Tu sais, une personne facilement accessible. Maintenant, Daniel, son arrivée la semaine dernière a complètement bouleversé l'image électorale que vous aviez. C'est plus du tout la même course, puis c'est plus du tout la même élection qui se déroule dans votre circonscription. Oui, exactement. On dirait que, oui, on sentait peut-être une petite vague libérale parce qu'on est conscient que partout, tant au Québec qu'au Canada, les gens veulent avoir un gouvernement majoritaire et bon, il y a beaucoup de questionnements et c'est prouvé là, présentement que la lutte se fait entre les conservateurs et les libéraux. Mais l'arrivée de un peu partout. Mais là, l'arrivée de Ruth-Hélène a vraiment changé la donne. On est présentement nez à nez. On est parti de Bloc québécois vraiment décidé, probable comme gagnant d'élection, à vraiment pivot avec libéral, NPD et Bloc québécois qui sont nez à nez en date d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un revirement de situation assez spécial et vraiment la présence de Ruth-Hélène en est pour quelque chose. On en est conscient et je pense que même elle en est consciente. On voit d'ailleurs le tableau là, qui est inspiré de Québec 125-Canada, là, le fameux agglomérateur de sondage. Puis on voit vraiment que depuis, le NPD a fait tout un saut là, depuis son annonce. Là. On voit que c'est très récent et c'est particulier de voir un graphique comme celui-là. Oui, bien, c'est ça. Nous, en tant que journalistes puis en tant que télé qui s'intéresse au débat fédéral et tout, bien, on est content parce qu'en fin de compte, on se retrouve avec une élection, avec quelque chose de vivant. Justement, lundi, on fait un débat avec les candidats pour parler de leurs propositions. Et ça a été confirmé par les candidats, Daniel? Les candidats vont participer au débat? Oui, les candidats principaux participent au débat et ça va être associé avec une radio communautaire, une radio dans la Mauricie et avec la Chambre de commerce de la Mauricie de Masquinongé. On invite les gens à le faire. Même les gens vont pouvoir le suivre en Facebook Live. On fournit la technologie pour pouvoir faire ce débat-là. Donc, c'est très intéressant, très important pour nous aussi de participer à ces choses-là parce qu'on pense que ça fait partie de notre mission d'informer les gens. Daniel, je ne vous demanderai pas en terminant de nous faire une prédiction parce que c'est vraiment trop serré et vous ne pouvez pas non plus prendre parti pris pour un parti, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut suivre ce débat lundi prochain? Oui, lundi, ça va être disponible sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Masquinongé. C'est eux autres qui vont être le leader dans ça. Mais sachez aussi que nous, par la suite, on va le mettre sur notre page YouTube. On va le diffuser. Ça va faire partie de notre programmation régulière. Justement, dans notre programmation, la dernière semaine avant l'élection, on présente des entrevues avec les candidats, des entrevues personnelles, des entrevues politiques avec tous les candidats qui vont être disponibles, parce que c'est sûr, comme tu sais, les règles électorales nous obligent à présenter, d'offrir à chacun des candidats un temps d'antenne, ce que nous faisons, mais on ne peut pas faire d'impossible non plus là, si on n'a pas de contact, c'est pas évident. Alors, Daniel, merci beaucoup de nous avoir fait part de ce revirement spectaculaire dans Berthier-Masquinongé. Et puis, il me reste à vous souhaiter bonne campagne et merci de bien tenir informés vos auditeurs.
Je te dirais, Martin, on va sûrement être, heureusement ou malheureusement, encore dans la ligne de mire le soir des élections. Là, les principaux chefs d'antenne vont sûrement revenir encore dans ce comté, comme ils l'ont fait depuis 3-4 élections, venir voir qu'est-ce qui se passe. On s'attend d'avoir une couverture médiatique importante lors de cette élection, comme on a eu en 2021, 2019 et même 2015. Là, que ça va faire presque 10 ans qu'on est couvert par les nationaux aussi. Alors, donc, ça fait un petit vlot de suivre ça. Vous êtes vraiment un comté vedette. Et merci encore, Danielle, et bonne campagne. Merci. Émilie Chouinard de la télévision de la Matapédia nous présente le 4e plan de lutte contre la pauvreté qui a été réalisé en concertation avec les nombreux intervenants de la vallée de la Matapédia. Alors, je suis avec Sophie Champagne, la directrice générale de la CDC de la Matapédia, et Nancy Bérubé, conseillère en développement social à la MRC de la Matapédia. Bonjour, les filles! Bonjour, Émilie! On vient de terminer une grosse avant-midi de réflexion. On parle du plan de lutte à la pauvreté 4, le 4e mouture de ça. Et il y a une action qui est les alliances. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, là, pour que les gens à la maison comprennent, c'est quoi ça, les alliances? L'Alliance, dans le fond, c'est une initiative du plan de lutte, comme tu disais tantôt, du plan de lutte à la pauvreté. Ouais. Puis ça consiste, dans le fond, à mettre en place un gros plan d'action territorial qui répond le plus possible aux besoins pressants de la population en matière de lutte à la pauvreté, mais aussi d'inclusion sociale. Donc, c'est vaste et large. On n'est pas une solution là, à la pauvreté. Par contre, on peut contribuer à alléger un peu la vie des gens à travers des initiatives qui s'adressent à eux directement. Très bien résumé. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu le plan de lutte qui vient de se terminer, là, qui s'est terminé en fin 2024? Qu'est-ce que ça a fait un peu comme action dans la Matapédia concrètement? Bien, c'est sûr que c'est dur à mesurer concrètement. On ne sauve pas des vies, ça, c'est clair. Mais par contre, on est capable de dire qu'on fait une différence. T'sais, on apporte des choses sur l'alimentation, sur le transport, peu importe les projets, les initiatives. Bien, on sait qu'on fait une différence, mais on n'est pas capable de la quantifier. Mais on sait qu'on a un impact chez les citoyens. Dans le fond, vous avez déterminé ce matin des chantiers, des grandes orientations sur lesquelles on veut travailler pour jusqu'en 2028, si j'ai bien retenu mon information de ce matin. Donc, c'est quoi les grandes étapes, pas les grandes étapes, mais les grands thèmes qu'on va travailler dans la Matapédia ensemble jusqu'en 2028? Bien, on a la sécurité alimentaire, bien entendu. On a le logement à l'itinérance. On a l'éducation. Il m'en manque un. La santé globale, bien entendu. Mais tout ça, finalement, c'est un gros tout. Oui, il va y avoir des titres, mais en dessous de ces gros titres-là, il y a un tapon de sous-titres qui fait qu'on va répondre à l'ensemble des besoins de base de la population matapédienne. Oui, du mieux qu'on peut, effectivement. Du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, effectivement. Ce qui est important de souligner aussi, c'est tout le volet là, de la sensibilisation à la lutte aux préjugés a ressorti aussi ce matin. Là, les gens ont une grande préoccupation. Je sais que quand on est très peu impliqué dans nos milieux, on est plus susceptible à être stigmatisé. Donc, ça aussi, ça a ressorti beaucoup. Dans le fond, ce matin, là, il y a 3 grands chantiers qui ont trouvé leur thème. Ouais. Comme Sophie disait, la sécurité alimentaire, qui est une immense préoccupation pour tout le monde. Sophie le mentionnait aussi, la santé globale qui inclut le logement, la mobilité sur le territoire, l'accès aux loisirs, la culture. Puis le troisième, la santé globale, santé mentale. Oui. On va se dire aussi avoir l'ensemble de l'accès aux soins de santé, c'est super important. Et puis le troisième, là, c'est au niveau de l'éducation, mais pas seulement l'éducation scolaire, là, comme on entend habituellement. Là, on pense aussi à l'éducation populaire, on pense à tout le volet de la sensibilisation, là, tout ce qui est 0, 100 ans. Ouais. Bon, pour inclure tout le monde. Pour inclure tout le monde.
Mettons, on va être sûr. C'est ça, c'est vraiment les 3 chantiers qui ont fait consensus ce matin. Il y aurait peut-être place pour un 4e, là, on va le voir dans les prochains jours, parce que dans le fond, les alliances, c'est beaucoup... Ce qu'on a fait ce matin, c'est l'Assemblée ouverte. C'est toutes les personnes partenaires qui travaillent, qui ont des leviers pour faire vivre des initiatives, parce qu'on a bien beau dire qu'on va construire des logements, par exemple, on sait que c'est pas réaliste. Ouais. Ça l'est pas du tout, mais il y avait des municipalités ici ce matin, des organismes communautaires, des gens de la santé, des gens de l'éducation, des gens de partout. OK, on peut pas en construire des logements, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se rapprocher d'un logement? Puis, bien, quand on parle d'un logement, on parle pas seulement d'un logement, on parle aussi de l'habiter, ce logement-là. Fait que ça nous prend aussi ça nous prend c'est ça, des meubles, c'est besoin de base. Donc, l'Alliance peut avoir cet impact-là dans la vie des gens. On a parlé aussi de participation citoyenne par la dernière alliance, le dernier plan d'action. C'est la CDC qui était porteur de faire vivre ça, faire avec les gens qui vivent ces problématiques-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans la mouture 4 du plan de lutte? Plus exigé finalement. Okay. Pratiquement. Okay. Non, ça va être vraiment plus. Puis je pense qu'il faut l'agrandir aussi, notre comité citoyen, parce que là, tu sais, on a quand même déjà d'une certaine âge, c'est correct, mais il faut aller chercher vraiment toutes les catégories d'âge, autant les adolescents que les personnes âgées, les adultes, les vies de famille, les enfants. Il faut aller chercher tout le monde. C'est important, l'opinion de tout le monde dans ça. Puis oui, on a l'intention de le continuer, puis c'est important d'avoir leur opinion. Mais grâce à tout ça, on vient de faire la politique de développement social, où est-ce qu'on a fait des consultations dans les municipalités, où est-ce qu'on avait quand même une diversification de gens. Fait que je pense que ça a été... c'est par l'heure. Tu sais, qu'est-ce qui est ressorti là-dedans, les actions, tout le besoin, fait que on part pas de zéro. Très intéressant. Tu as parlé de moyens tantôt. C'est une action gouvernementale, donc ça vient avec un chèque. Ça vient avec des sous pour réaliser ces actions-là. On peut s'attendre à un montant similaire de la dernière alliance, Nancy? C'est une bonne question. Okay. On ne le sait pas encore. C'est encore en suspens. On espère le savoir là, pour la deuxième assemblée ouverte là, pour justement prévoir dans les 3 prochaines années au niveau de l'argent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Puis, bien, il y a d'autres initiatives qui n'auront pas nécessairement cet argent-là de l'Alliance, mais qui vont quand même se réaliser. Sophie parlait tantôt de la politique de développement social. Les initiatives de l'Alliance, là, c'est une partie de la politique de développement social. Donc, c'est pas tout, là. On a quelque chose de plus vaste, là, sur le territoire, là, pour répondre, pour que les gens dans notre milieu soient mieux, soient bien, puis... soient heureux, puis qu'ils veulent rester chez nous. Puis qui a accès à ce qu'ils ont besoin pour vivre, pour grandir. Eh bien, merci. Très heureuse de participer à ce grand mouvement, la Matapédie en action. La Matapédie en action, j'ai passé à ça matin. On se revoit, c'est sûr. On va se tenir au courant des développements de cette belle politique-là. Moi, je veux documenter ce processus-là avec la TVC. Les gens à la maison sont très contents d'en entendre parler. Je suis certaine de ça. Merci beaucoup, les filles. À bientôt. Merci. Merci à toi. Après un arrêt de 3 ans, et suite à une 60aine de voyages depuis la création de l'organisme Mission Haïti en 1999, plusieurs bénévoles s'apprêtent à reprendre du service pour aller porter leur aide. Marc Després, de la télévision de la Métis. Eh bien, quel monde déchaîne. On va parler de Mission Haïti. Tout d'abord, vous faites des missions depuis combien de temps? Nous autres, ça fait déjà 26 ans qu'on va en mission. On a commencé ça en 1999. On avait un voyage organisé. On ne savait pas trop où s'installer. On nous a emmenés à Simon. C'est un village près des Cailles. Puis à partir de là, ils ont venu nous montrer un village qui était pratiquement abandonné, avec une maison abandonnée. Puis on dit, si vous voulez prendre cette maison-là, on peut vous la laisser pour 9 ans pour que vous puissiez développer votre mission. Et à ce moment-là, donc, c'est important pour les gens de là-bas, là, ces missions-là. Ça a complètement changé la vie du village. Le village de Tiverny, qui était un village isolé, ils appellent ça des gens au bord de l'eau. Souvent, ils sont méprisés, ils sont ridiculisés. Présentement, il y a un hôpital. On a bâti un hôpital, on a des classes d'école du monde. On a tout pour que la population s'y prenne en main aussi. Beaucoup de gens travaillent pour nous. On est rendu à 23 employés temps plein à la mission présentement. Et à ce moment-là,
qu'est-ce qu'on fait dans une mission? Bien, c'est intéressant pour la mission, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'au début, il fallait construire. On n'avait pas de bâtiment pour pouvoir loger les gens. On n'avait pas d'hébergement, sauf la maison qui nous avait été prêtée. C'était vraiment rustique, là. On se lavait à la pompe, on se lavait dans la mer. Il n'y avait pas d'eau, pas de douche, pas rien. Et puis, on a commencé tranquillement, mais les gens ont pogné une passion en disant « Hey, c'est-tu merveilleux de pouvoir aider les plus démunis? » Fait qu'ils sont venus. De plus en plus, on avait des groupes qui venaient, des gens qui venaient, ils embarquaient avec nous autres en autobus. Puis ceux qui venaient voulaient revenir parce qu'ils ont dit « Écoute, c'est trop grand, il se passe quelque chose. » Et la construction a pris 9 ans. Fait que quand on est arrivé au bout de 9 ans de notre mandat avec la maison, notre place d'hébergement, notre hôtel, si on peut dire, c'est un genre d'hôtel qu'on a construit, il était disponible. Et là, les groupes sont venus de plus en plus gros. Là, on a presque 60 voyages de fait en Haïti présentement. Et justement, les gens peuvent vous accompagner à ce moment-là. Bien, on a toujours... Quand c'est sécuritaire. Oui, quand c'est sécuritaire. Je suis content que tu me dises le mot sécuritaire parce que depuis quelques années, c'est plus difficile. Quand on regarde les nouvelles, on voit que c'est les gangs de rue qui dominent Port-au-Prince. Mais on n'est pas à Port-au-Prince. C'est un peu quand on dit il y a des bandits à Montréal. Un exemple. Bien, on est à Montjoly. Ça se peut qu'il y en ait moins, là. Normalement, le village est plus petit, la ville est plus petite. Fait que là-bas, c'est la même chose. À Port-au-Prince, il se passe beaucoup de choses dangereuses. Mais où ce qu'on est, c'est très sécuritaire. C'est pour ça qu'on veut retourner éventuellement aider comme on le fait. On le supervise à distance, mais on veut aller voir sur place si les choses avancent bien comme on pense. Donc, il est question d'y retourner éventuellement, là. Oui, bien, aussitôt qu'on a une chance de retourner, on veut partir un petit groupe, premièrement, parce que plus que tu es un gros groupe, plus c'est dur à déplacer. Mais avec un petit groupe, à retourner sur place avec des gens qui sont capables de faire de la construction, entre autres. On a des gens, des spécialistes. Puis on amènerait un pasteur aussi pour prendre soin des Haïtiens, un pasteur haïtien de la place, donc qui connaît beaucoup leur culture, leurs choses. Et puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est tout le temps dans le but d'élargir la mission pour la mettre de plus en plus accessible au plus grand nombre de personnes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Bien, là, ce qu'on a fait pendant les années, c'était la construction. Puis après ça, on a développé vraiment des réseaux de cantines, nourrir les enfants. Dans Matthieu 25-35, j'avais faim, m'avait donné à manger. Écoute, les gens ne mangent pas un repas par jour. Souvent, c'est presque la moitié des gens d'Haïti, présentement, sont en insuffisance alimentaire. Fait qu'en nourrissant des enfants, ils viennent à l'école, on les nourrit à l'école. Donc, ils peuvent avoir de l'instruction, puis en même temps, la nourriture. Les deux sont favorables pour eux. Fait qu'on nourrit 650 enfants à Tiverny présentement. Puis en les nourrissant, même, c'est une nouvelle mission qu'on vient de commencer depuis 2 semaines. Vous allez être les premiers informés. À Wanamine, dans le nord d'Haïti, présentement, on va nourrir 200 enfants de plus. On a pris une entente avec le pasteur sur place. Fait que ça va être 850 enfants qu'on nourrit. Puis on a aussi le parrainage. Le parrainage, c'est intéressant parce que pour aller à l'école, là-bas, il faut payer. Nous autres, au Québec, on est habitués, notre gouvernement, on paye des taxes. Fait que ici, là-bas, ils ne payent pas de taxes vraiment, les gens qui travaillent sur la construction. Fait qu'ils n'ont pas... Il faut payer pour aller à l'école. Il faut payer pour aller à l'hôpital. Fait qu'on prend des gens qui vont payer pour des enfants, qui les envoient, ils s'instruisent, puis après ça, qu'ils réussissent dans la vie. Puis après ça, eux autres, c'est toujours de donner au suivant. Ce que tu as appris, tu peux le donner à d'autres après. Puis on a plein de jeunes qui travaillent maintenant pour la mission. Donc, ça veut dire que c'est plus juste à Tiverny, là? Non, là, on est à Tiverny principalement. Tiverny, c'est dur à trouver sur la carte. Si vous voulez trouver ça, bien, on peut vous le montrer un petit peu ici. Mais nous autres, on est dans le sud d'Haïti ici. C'est là qu'il se passe, là, nos 4 cantines sont là. Donc, ça, c'est dans le coin des Cailles. Mais on vient d'ouvrir une nouvelle mission ici, juste là, à côté de la République dominicaine, dans le nord. On va voir aussi si ça fonctionne bien, parce qu'il y a toujours une vérification. On veut voir comment ça marche. On veut voir les photos. Vous allez voir des photos sur le reportage qu'on fait. Mais quand ils nourrissent les enfants. Puis pour le parrainage, bien, on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à parrainer un enfant à l'année? Mettons, ça coûte 45$ par mois. Puis là, vous avez un enfant qui va à l'école puis qui s'instruit. Ça fait toute la différence. Mais notre grosse chose présentement, c'est vraiment l'hôpital. Parce qu'on a bâti un hôpital. C'est drôle parce que quand on a construit cet hôpital-là, on nous a dit c'est trop grand, vous gaspillez de l'argent pour rien. Mais quand il y a eu l'ouragan Mathieu, il y a 1000 personnes qui se sont réfugiées dans l'hôpital. C'est ce qui a sauvé littéralement le village. Ils se sont mis à l'abri, les arbres tombaient partout, l'inondation. Et puis là, présentement, on a un médecin. Notre médecin qui était là depuis 10 ans est revenu au Québec l'année passée, mais on en a engagé un autre là-bas, fait qu'il fait le suivi sur les patients, il fait le contact avec eux autres, puis on donne les médicaments. C'est vraiment, nous autres, vraiment minimum. On charge un petit prix parce qu'on ne veut pas que ça devienne une habitude gratuite tout le temps, mais d'un autre côté, on charge le prix le plus minime qu'il n'y a pas en Haïti pour pouvoir aider les gens.
Il faut dire aussi, parlons-en des ouragans, des tremblements de terre. Il faut dire que le secteur là-bas n'a pas été épargné dans les dernières années. Là. Bon, on en a vécu. Hein. Le tremblement de terre de 2010, qui a eu 250 000 morts, on était sur place. Il y avait 59 personnes à Port-au-Prince. C'était vraiment gros. Moi, je me souviens, j'étais à Tiverny, c'était moins gros parce que on s'abrassait, on s'est couché à terre, on a attendu, mais à Port-au-Prince, puis dans les 59, personne n'a été blessé. L'ouragan Mathieu, en 2016, ça a été plus catastrophique. On n'était pas sur place. On arrivait une semaine après. Et puis là, c'était la catastrophe dans le sud d'Haïti. Le village, on a reconstruit 134 maisons. Juste pour montrer comment ça avait été détruit, complètement détruit. On ne reconnaissait plus la place. Les arbres étaient tombés, tout ça. Puis ce qu'on a fait pour le construire, c'est qu'on a demandé aux gens qui sont capables de construire, les boss, on appelle ça des boss maçons. Il y était 3 qui travaillaient en équipe. Ils disaient, on va construire votre maison gratuitement. On vous fournit les blocs, on vous fournit tout. Puis après ça, vous allez faire 2 maisons gratuites pour les autres. Fait qu'en faisant ça, on a construit le village au complet. C'était un coût minime, mais tout le monde aidait à tout le monde. C'est vraiment une solidarité qui s'est installée dans le village pour la construction. Et bon, ça veut dire, avec tout ce qui est arrivé là-bas, ça fait quelques années que vous n'avez pas pu y aller, là. Ça va faire 3 ans au mois d'avril. On est allé là 3 ans, et puis on a réussi à se rendre. Bien là, on avait un problème. Il y avait un avion qui avait été brûlé au Caille. Il a fallu aller atterrir à Jérémie. Il y avait eu un autre tremblement de terre en 2020. Donc, il a fallu traverser la rivière avec les voitures. Il y avait presque 4 pieds d'eau. Ça rentrait dans les portières. C'était vraiment... Et puis, ça arrivait au bout, puis on a pogné une roche pour revenir sur la route. Là, on était un petit peu inquiets, mais ça a été vraiment une mission, encore une fois. À chaque fois qu'on en revient, on dit c'est incroyable. Donc, on invite les gens. Donc, est-ce qu'on peut vous suivre dans vos missions? On va faire un compte-rendu après. On va parce que quand on y va, on ne fait pas trop de suivi. On essaye de passer assez incognito. On ne veut pas... montrer on est là, venez nous kidnapper. Là. On ne cherche pas ça vraiment. Moi, je ne cherche surtout pas ça. Fait qu'on y va tranquillement. Puis quand on revient, quand se permet, quand on va revenir, on en fera un autre rapport de ce qui s'est passé avec des nouvelles photos, des choses qui se passent, puis comment on développe encore une fois le terrain près des cailles. Bien, merci beaucoup, Clément Deschênes. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup à la télévision d'Amétis. Je suis vraiment content de travailler en équipe avec vous autres. Mathieu Larivière de TVCO nous présente le projet Collation, mené par les services de main-d'œuvre L'Appui à Baie-Saint-Paul et qui vise à réintégrer des travailleurs sur le marché du travail. Les services de main-d'œuvre L'Appui ont récemment lancé le projet Action Collation, qui vise à réinsérer des gens en emploi dans notre région. Des adultes de tous âges sont formés en cuisine afin de confectionner des collations qui sont ensuite distribuées dans plusieurs écoles de Charlevoix. Comme l'explique la chargée du projet, les buts ciblés par cette initiative sont multiples. C'est vraiment une idée à la base qu'on a développée. Là, moi, c'est une discussion avec Service Québec, on s'est dit on le fait. Fait qu'eux, on dit on va regarder si on peut le financer. Parce qu'à la base, il faut qu'ils financent. Notre but, c'est l'employabilité. C'est quoi les objectifs du projet, oui, justement? Bien, c'est d'être intégrés au niveau du marché du travail, mais qu'ils soient heureux aussi au niveau du marché du travail. Qu'il y ait vraiment une piqûre quelque part qui fait toute la différence. L'intervenante précise que le projet a été monté à partir de critères de sélection qui favorisent une démarche proactive. Bien, premièrement, ça prend 18 ans et plus. Ça, c'est la base. Mais après, la limite d'âge de l'autre côté, tant qu'ils ont de la volonté, il n'y en a pas. Donc, on commence à 18 ans. Puis après, bien, il ne faut pas qu'il y ait d'emploi au moment où ils s'inscrivent. Ça, c'est la base. Parce qu'écoute, s'ils travaillent à temps plein, ils ne lâcheront pas un job à temps plein pour venir sur un projet de 5-6 mois. Tu sais, le total, c'est une vingtaine de semaines. Là. Donc, puis c'est volontaire. On ne fait pas faire le chômage. Les heures sont chômées, mais ils n'auront pas le 700 heures pour faire le chômage. Donc, ils se doivent, s'ils veulent poursuivre, de trouver un emploi. Fait que, tu sais, c'est pas un... Après, tu fais ton projet, puis tu t'assois, puis non. Après, si tu fais rien, t'as plus rien. Les participants obtiennent une formation certifiée suite à leur implication. Tu fais un projet, puis un projet, il faut que tu ailles chercher un maximum. Donc, ils ont été chercher une formation MAPAC en manipulation qui a été donnée, si on l'a financé. Service Québec le finance aussi, parce qu'on l'inclut dans les formations. Ils sont allés chercher un RCR, 8 heures. Qu'on a payé. Ensuite, en plus, on se dit, bien, il y en a qui ont des diplômes, mais pas beaucoup. Je pense que la plupart de ce qu'on a, ils ont peut-être un secondaire 5, pas sûr, ou entre deux.
Fait que là, on se dit qu'est-ce qu'on peut donner de plus pour qu'il y ait un certificat. Fait que là, on approche à Vise parce que dans d'autres projets, on le fait. Fait que on s'est dit on va faire un semi-spécialisé qui s'ajoute au projet collation, qui est le semi-spécialisé aide cuisinier. OK. Fait que ça, c'est reconnu par le ministère. Une enseignante accompagne ainsi le groupe tout au long du projet. Moi, je vais les superviser au niveau au niveau stage, c'est Patrick qui est en charge, mais on a des évaluations à faire à tous les 125 heures qui ont fait de stage. On a des critères de sélection, d'évaluation qu'on va regarder. Patrick fait une première évaluation, le jeune fait une première évaluation et ensuite on s'assoit ensemble et on regarde l'évaluation. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on a amélioration? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par la suite, il y a le côté théorique. Comme Nathalie disait tout à l'heure, on a un 75 heures théorique à faire. Madame Harrison précise que son mandat est d'aiguiller les participants dans leur développement professionnel. Le cours qu'on a choisi pour ce projet-là, c'est choix de métier. C'est d'aller chercher tes intérêts, tes forces, tes faiblesses et te préparer à des entrevues. Puis, éventuellement, peut-être aussi retourner sur le marché, pas sur le marché du travail, oui, marché du travail, mais aussi peut-être à l'école. Parce que le semi-spécialisé ici peut les amener à retourner faire un DEP. Des fois, on va faire l'analyse, nos conseillères en orientation vont faire une analyse du dossier et ils vont dire, ah, lui, au niveau académique, il a déjà son français, ses maths de 4, il peut y ouvrir des portes. Donc ça, pour les jeunes, je pense que c'est un plus parce que le cours se donne dans un contexte à l'extérieur du centre. Parce que la plupart des jeunes qu'on a ici, c'est des jeunes qui ne voulaient pas retourner à l'école. Donc, c'est une autre façon de voir l'école. Un participant indique que cette formation pourrait lui être très bénéfique. Je cherche juste à nous trouver quelque chose de plus stable et à long terme par l'entremise du projet ici. Ça fait une belle porte d'entrée après ça pour aller cogner au portes et aller donner ton nom. Exactement. C'est comme, en fait, une bonne passe, comme on pourrait dire, un bon entre-deux là, pour inspecter ou, en tout cas, prospecter dans la région. Puis j'aime bien la région aussi, de Charlevoix aussi. Il y a beaucoup de bons restaurants, il y a beaucoup de produits du terroir et tout ça. Puis c'est une belle région avec les montagnes, les côtés touristiques aussi, c'est intéressant. Deux autres participants soulignent le bel esprit de groupe qui s'est créé à travers cette aventure. Après 2 mois, là, on s'est déjeuné. On se fait des blagues entre nous autres. Ça peut quasiment devenir des amis. Là. Ben oui. L'important, c'est d'avoir une bonne relation. D'avoir une bonne relation à nous autres. Le projet porte un second volet qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans plusieurs écoles primaires de la région. Ils ont ciblé les écoles au départ, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Urbain et les Éboulements. Pourquoi? Parce que justement, il y a tout un contexte de oui. Je vous dirais qu'on est dans des parallèles. On a des gens qui sont très sans difficulté au niveau alimentaire, au niveau de la réalité. Puis en même temps, on a le pôle inverse où on a des gens qui sont capables et en mesure de payer des collations, presque payer le double. Mais dans les deux cas, aussi paradoxal que ça puisse paraître, j'ai des parents, moi, qui m'ont dit « Mes enfants, je leur mets full collation, ils les mangent pas. » Mais quand c'est une collation que vous servez, ils en mangent. Parce que là, il voit son ami en manger, fait que là, il en mange. Puis j'en ai d'autres qui n'ont rien, fait que ça lui fait quelque chose dans le ventre. Une enseignante de l'école Dominique Savio de Saint-Urbain estime que les élèves ont bien accueilli les collations qui leur étaient destinées. Oui, au début, c'est certain qu'ils trouvaient ça spécial parce que c'est des collations qui leur font goûter une variété de goûts ou de saveurs qu'ils ne vont pas nécessairement manger à la maison. Mais là, ils se sont habitués puis ils aiment ça, ils sont surpris, ils nous le demandent à chaque jour. Il y a même des collations qu'ils ont envie d'avoir à nouveau? Oui,
Certains, non. D'autres, oui, comme les graines de chia, un pudding de chia. Il y a des élèves qui ont vraiment adoré. On a plusieurs variétés. On peut avoir des muffins, pas au navet, c'était au panais. Alors, il y a plusieurs goûts comme ça que les élèves, oui, ils ont hâte de regoûter, comme aujourd'hui, les boules d'énergie, là, ça, ils adorent. Madame Harrison mentionne ce qui l'a le plus touché dans ce projet. Ce que je vois, c'est l'estime de soi. C'est je fais quelque chose de bien pour des jeunes et je me prends en main pour mon avenir. J'ai vu des jeunes que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas été au travail. Ils retournent sur le travail et ils sont fiers. Ils sont fiers d'avoir accompli. Moi, ma tâche, puis mon objectif que j'ai toujours, c'est que la personne se réalise, qu'elle puisse avoir un côté positif qui ressort. Parce que souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas eu la vie facile. Nathalie Tremblay se dit très reconnaissante du soutien financier des partenaires dans le projet. Mais moi, si j'ai pas les caisses des jardins qui me donnent le montant cette année, il n'y a pas de projet Colasso. Moi, c'est grâce à Desjardins, là, parce qu'on parle quand même de 33 000 en budget là, au niveau des collations, seulement en denrées. Là. Puis on s'entend, c'est 6 à 8 mois par année. Là. Fait que, tu sais, on est vraiment chanceux parce que si c'était non, on le faisait pas. La rémunération versée aux personnes en formation provient quant à elle d'un autre partenaire d'importance. On commence avec le principe de ça nous prend des subventions salariales pour payer salaire. Ça, Service Québec, c'est là qu'ils ont travaillé très fort. Puis moi, je lève vraiment mon chapeau parce que sans Service Québec, ce projet-là, il n'existe pas. Là. Parce qu'on ne pourrait pas payer là, chacun des jeunes, c'est impossible. Les services de main-d'œuvre L'Appui sont présents dans Charlevoix depuis plus de 30 ans pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes. Joanie Gaudreault de la Télévision du Littoral nous rapporte que le Centre d'action bénévole Le Nordais à Forestville avait des invités spéciaux pour souligner la Semaine québécoise des popotes roulantes. Je vais vous parler un petit peu ce matin pourquoi je vous ai invité. Je vais vous donner un petit peu de statistiques, puis après ça, on va descendre en bas. Depuis près de 30 ans, le Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville livre des repas à domicile aux personnes aînées par le biais de sa popote roulante. Du 23 au 29 mars, la Semaine québécoise des popotes roulantes se déroulait sous le thème « Proximité et soutien, des ingrédients essentiels pour un filet social solide ». Le Nordais a invité 4 présidents des clubs FADOC du territoire qu'il dessert pour dévoiler les dessous de ce service qui gagne en popularité. On écoute la directrice générale, Marie-Ève Boivin. Comme vous le savez, cette semaine, on est dans la Semaine des popotes roulantes à la grandeur du Québec. Donc, on trouve ça, nous autres, toujours intéressant d'avoir des invités qui viennent vivre l'expérience. La préparation, là, on a pris de l'avance un peu, vous comprendrez que c'est pas mal prêt, mais il va quand même avoir les étapes là, de préparation des repas, mettre dans les plats, les sceller, les emballer, jusqu'à ce que ça parte avec les bénévoles par la suite. Les présidents des FADOC ont été particulièrement ciblés cette année parce qu'ils sont de bons porte-parole pour la popote roulante aux yeux de Mme Boivin. Cette année, on vous reçoit les membres de la FADOC, les présidents de la FADOC, parce que je trouvais que vous étiez des bons porte-parole pour par la suite rapporter l'information à vos membres. Hein, vous allez voir qu'est-ce que c'est, vous allez même pouvoir goûter si vous voulez. Vous allez pouvoir par la suite là, aviser vos aînés là, que le service est là, puis que c'est quand même fait de façon professionnelle, bien régi et tout ça. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura d'autres membres qui vont adhérer à la popote roulante. En 2024-2025, le câble Nordais dépassera le cap des 7500 repas qui auront été livrés à domicile entre Colombier et Longrive. Entre 750 et 800 repas sont livrés par mois. Toutefois, il y a encore de la place pour de nouveaux clients qui souhaiteraient en bénéficier. Le coût du dîner se veut abordable, soit 7 $ pour une soupe, un repas principal et un dessert, ou 7,50 $ pour ceux qui demeurent à l'extérieur de Forestville. Une quinzaine de bénévoles sont nécessaires pour mener à bien ce service destiné aux aînés et le Nordais en recherche encore. J'ai des bénévoles qui vont aider en cuisine. J'ai mes livreurs de popotes. On a 3 routes de popotes. On a 4 fois de repas par semaine, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là. Josée Tellente de Forestville fait partie des bénévoles qui s'impliquent pour que soit offert le service de popote roulante. Depuis 4 ans, elle fait sa run 4 fois par semaine. En plus d'apporter de beaux repas chauds aux aînés qui sont sur sa liste, elle prend le temps de leur parler. Il y en a qui sont isolés, puis c'est la seule visite qu'on a la journée, c'est la popote.
C'est ça. Fait que je m'assure qu'ils vont bien. Puis, fait qu'eux autres aussi doivent aimer ça, le fait qu'ils prennent le temps. Là. Si des fois je trouve qu'ils vont pas bien sur mon pad, je vais le marquer à côté. Fait qu'eux autres, ils contactent un intervenant du CLSC. Lors du passage de la télévision du littoral, M. Philippe Grenier, un fidèle client de la popote roulante, a tenu à souligner la bonne humeur de celle qui lui livre ses repas presque chaque jour. Fait que vous êtes content d'avoir la popote roulante à Forestville? Mais quand on a besoin de ça, hein, c'est très, très, très important. Moi, c'est pas mon repas de dîner, c'est mon repas du soir. OK. Parce que c'est quand même des gros repas, hein? Oui, puis c'est très bon. Oui. C'est très bon. Je suis très satisfait. Ben, tant mieux. Très bon service. Puis vous le prenez à peu près 3 fois par semaine? 4 fois. 4 fois par semaine? Des fois 4, ouais. C'est toujours bon. Parfait. Donnez un bon service. Et voilà. Ben oui, de livraison en plus. Merci, M. Grenier. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous reviendrez encore. Ça va nous faire plaisir. Joanie Godreau, à Forestville. L'Association des personnes handicapées de Portneuf organise pour ses membres des ateliers d'initiation à l'improvisation. Et l'équipe de CJSR était sur place pour recueillir les propos des organisateurs ainsi que des participants. Là, je suis en train de préparer les chandails pour les membres de la PHP qui vont participer à l'improvisation. Donc, c'est leur chandail d'équipe. Y a-tu des numéros? Il n'y a pas de numéro, mais c'est ça, Richard, M. Pajot va identifier les chandails avec des petits stickers, des petits collants qu'on va coller ici. OK. Donc, les membres vont pouvoir s'identifier là, à leur groupe. Avec nos partenaires là, indiqués, donc l'équipe d'impro, la Sapristi, ULSCN, puis c'est pour la Semaine québécoise à déficience intellectuelle. À chaque fois qu'il y a une extension de main roulée, Dans mes habitudes d'être nerveux, hein? Mais non, ça prendrait une petite cellule pour le calmer, une tisane. Ça va? on est prêts, on a des journées, on a pas. Salut! Ça va? Hey, salut! C'est toi, Vous êtes combien, là? Vous êtes monsieur? On est tout ce qu'il faut. Gérard, OK, d'accord. Vous allez pouvoir partir avec, c'est des souverains. Fait qu'on va pouvoir les distribuer, ben de rien, voyons. Puis tu sais, on est partenaires. Fait qu'on vous a identifié aussi avec le système financier de LSTE. Comment, vous? Suzanne Gagnon. Je travaille à la PHP, ça fait 5 ans. Je suis conseillère en accessibilité. Puis, la fin de semaine, je m'occupe des bénévoles et je suis bénévole. Cet événement-là, pour vous, ça représente quoi, là? Ben moi, c'est vraiment, comme on dit, l'inclusion. On va pouvoir se mêler les uns les autres. Ouais. Et puis, on va avoir du plaisir aussi parce que l'impro, ça demande de vite dessiner un scénario, hein, tu sais, puis faire la comédie un peu, tout ça. Alors, c'est pour ça que... Ça vous inquiète pas? Vous pensez que vos membres ils vont embarquer là-dedans sans problème? Oui, je suis certaine. Je suis certaine parce qu'on fait souvent travailler leur imaginaire aussi, tu sais, en leur posant des fois des questions, puis des énigmes. Alors oui, je suis certaine qu'ils vont être un petit peu peut-être au froid au début, mais je suis certaine qu'après ça, ils vont comprendre le principe de l'expression. Ils vont s'amuser. Hein? Ah oui, absolument. C'est ça qu'on vient faire ici aujourd'hui. Alors,
je vous présente ici Mme Catherine. Il y a deux Mme Catherine, une à côté de l'autre. Ah, OK. Catherine? Mais Catherine aussi, Viens, ça. viens avec nous. Alors, les deux Catherine, là, on les aime bien. Hein? Hein? Et puis, tu vas-tu monter sur les planches pour jouer, toi? Mais j'espère. J'espère, moi aussi. Mais d'accord, pour cliquer des pieds qui sont. Ouais. Ah ouais, hein? Super. Et toi, Catherine, tu penses-tu qu'il va jouer sur de l'impro? Mais le monsieur, vous avez mon sourire, là, monsieur, là. Ouais, là, le monsieur est là, hein? Super. Ben oui, c'est ça. Mais tu penses-tu que tu vas aller jouer avec les amis qui sont ici pour l'impro? Oui. Oui. Excellent. Wow. On a deux joueuses, talentueuses qui vont venir s'affronter tout à l'heure pour l'improvisation. Oui. Sandra, ça va bien? Tu es avec nous aujourd'hui? Oui, moi, Sandra Bélan, je viens de Donnacona. Puis j'aime ça, faire les activités de PHP. Exact. Fait que je trouve ça le fun. L'autre samedi, on va à cabane à sucre Leclerc. Ben là, c'est pas sérieux. Eh oui! Sucré le bec en plus. Eh oui! Ouais, là, regardez. Wow. Puis, mais aujourd'hui, là, de l'impro, là, ça te fait-tu peur, ça, l'impro? Non. Non? Hey, ça va être drôle. Ben oui, ça va être drôle. J'ai pas la meilleure mémoire. Si, mais vraiment sur la scène, merci, toi t'es belle. Moi, je suis les bénévoles à l'icône. Je fais payer le café, je paye les muffins. Je donne mon boss, c'est Virginie. Après ça, ça fait 4 ans d'être bénévole. C'est quoi ton nom encore? La belle Joanne Mosé. OK, Joanne. Merci, Joanne. Dominique Godin. Dominique Godin? Ouais. OK. Puis t'habites où, toi? À Port-Neuf. À Port-Neuf, OK. Ça fait longtemps que tu es membre de l'association? Oui. OK. Puis comment tu te sens là, avant le match? Très bien. OK. En pleine forme. Toi, tu vas participer? Oui. OK. Je vous remercie énormément de votre implication. Les joueurs peuvent venir dans l'espace ici. Les spectateurs en arrière de l'espace scénique. Camille! Le ballon, il est rendu rose. Qu'est-ce qu'on voit? Heureux. Heureux, bravo! Super, bravo, d'accord. Qui veut le faire maintenant? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? C'est parti! On est là. Hey, salut! Salut. Hey, ça va? Eh oui, pourquoi? Oh oui! Enchantée, On continue. Vous devez choisir un métier et mimer, pas nécessairement le mimer, mais pour jouer le métier que vous allez choisir. C'est quoi ça, ton métier? Moi, c'était bricoleur. Bricoleur. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'elle monte avec ses doigts? C'est pas loin. De la neige. De la neige! Bravo! Super. Vraiment, là, ça va être... Je t'émotive, là. On va jouer sur scène, finalement. OK. Moi, elle sera pas sur la... Prends-tu que toi en premier, toi, ou les autres? Ça dépend des jours. On va pêcher du bon poisson! Quatre jeunes du club de patinage artistique de Chandler ont participé dernièrement à d'importantes compétitions et Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous explique comment, en région, on développe des athlètes de haut niveau. 3 patineuses et 1 patineur du club de patinage artistique de Chandler participeront au championnat de patinage Star qui se tiendront du 3 au 6 avril 2025 à Lévis. Justine Sweeney, Maude Baudry, Alexandre Castillo et Raphaël Albert représenteront le club.
Pour s'y rendre, certains ont dû passer par des qualifications à Montjoly, où seulement les 3 premiers de chaque catégorie étaient sélectionnés. Brenda Labrec, entraîneuse professionnelle du club, se dit fière de ses patineurs, d'autant plus qu'en région, le temps de glace doit être partagé avec d'autres groupes pratiquant différents sports, en plus des défis liés à la conciliation entre les études et le sport de haut niveau. Bien, pour le club, je trouve que c'est un bel avancement dans le sens que ça démontre que dans notre région, on peut avoir quand même des patineurs de haut niveau qui se développent. Malgré les plateformes de glace là, qui sont restreintes, on partage quand même les heures de glace avec le hockey mineur. Donc, on essaie de pallier à plusieurs glaces de Grande-Rivière, Chandler et cette année, on avait Gascon qui est une nouvelle aréna qui nous a donné quand même un très bon service. Donc, on a pu avoir quand même plusieurs heures. Ça aide d'avoir plusieurs heures. Le développement aussi hors glace des patineurs. Maintenant, c'est pas juste sur glace, ça se passe aussi à une période hors glace. Fait que c'est un peu ça l'ensemble de ma fierté que ça a emmené mes athlètes à ce niveau-là. Je trouve que la contrainte, c'est que mes patineurs de haut niveau patinent quand même tard en soirée. Et je trouve que ça amène une contrainte dans l'état psychologique et physique aussi après une journée d'école, parce qu'ici, on n'a pas de sport-études ou concentration patin encore. Donc, je trouve que c'est dommage pour ce niveau-là. J'ai rencontré 3 des patineurs, Maude Baudry qui compétitionnera dans 2 catégories, soit style libre, maître adulte et interprétation, maître élite, Alexandre Castillo en Star 5, femme moins de 13 ans, et Raphaël Albert en Star 6, messieurs. Représenter le club au niveau provincial est une grande étape pour ces patineurs. Voici comment ils vivent cette expérience. C'est sûr que c'est une fierté de pouvoir représenter notre petit club à l'échelle provinciale. C'est tout le temps le fun de voir aussi, de pouvoir compétitionner contre d'autres personnes justement qui ont comme peut-être plus d'heures de glace que nous autres, plus de pratique, puis arriver quand même à avoir une belle performance. Je suis fière de représenter. J'ai travaillé fort. Je suis fière, là. Je suis contente d'aller là. Ce sera ma 2e année. Fait que là, j'essaie d'être moins impressionnée par la compétition, puis plus me concentrer sur moi. La préparation à une compétition d'envergure comporte son lot de défis et nous partage le plus grand qu'ils ont rencontré. Ça va être la constance. D'arriver à faire tous mes éléments de façon constante à chaque fois là, pour avoir la meilleure performance possible. C'est en gros de pouvoir répéter chaque élément puis de les faire comme de les faire en compétition. Si je fais un saut, en fin de compte, de ne pas le tomber, d'être capable de le réussir à chaque fois. Bien, au moins augmenter mon bas de page. Le pointage, ça se divise en 2. Le technique puis le bas de page. Puis j'aimerais augmenter mon artistique. Rester constant, puis gérer mon stress, mes défis mentaux. Chaque athlète a un objectif en tête pour cette compétition. Voici ce qu'il vise cette fois-ci. C'est sûr qu'on l'a dit tantôt, on a toujours un pointage individuel. C'est sûr que moi, mon but, ça serait quand même d'avoir dans mes meilleurs pointages, là, si j'arrive à faire des solos comme je fais présentement. Là. Arriver au milieu de toutes les personnes du groupe, là. On est comme 57, puis au moins dans les 30, dans les 20. Augmenter mon pointage. Top 3 selon ma coach. Il ne restait plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour cette compétition provinciale. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.